La brume matinale glisse encore sur les falaises de Bamiyan lorsque tout en bas, des silhouettes de paysans se faufilent entre les champs, sans lever les yeux vers les murs immenses qui les dominent. Et pourtant, ces murs gardent un secret que peu de voyageurs soupçonnent aujourd'hui. Cette vallée paisible, presque oubliée du monde, fut jadis l'un des cœurs battants de la route de la soie, un carrefour où les caravanes ne transportaient pas seulement de la soie et des épices, mais des idées capables de transformer la moitié du globe. Comment un lieu si silencieux a-t-il pu porter un tel poids d'histoire? C'est ce que cette route à travers l'Afghanistan va peu à peu révéler. Perché à près de 2000 mètres d'altitude, Bamiyan se love au cœur des hautes terres centrales du pays, un monde d'air raréfié, d'hivers interminables et d'un silence si profond qu'il semble remonter à la nuit des temps. Les neiges de l'Hindoukouche, en fondant, nourrissent des rivières qui irriguent vergers et plaines bien au-delà de ces montagnes, comme un pouls discret qui maintient la région en vie. Avant même que l'islam n'atteigne ces vallées, l'Afghanistan fut l'une des grandes frontières du bouddhisme, un lieu où moines venus d'Inde et artisans perses se rencontraient pour graver leur foi à même la roche. Il y a 1500 ans, ils sculptèrent dans ces falaises 2 Bouddhas colossaux, les plus hauts du monde à l'époque, autrefois peints de couleurs vibrantes qui accrochaient les premières lueurs de l'aube. Tout autour s'étendaient des centaines de grottes, jadis peuplées de moines et couvertes de fresques éclatantes, un sanctuaire à flanc de montagne veillant sur le cœur de l'Asie. Ces géants ont survécu aux tremblements de terre, à des siècles de vent et de pluie, et même à la fureur des armées de Gengis Khan lorsque la vallée fut réduite en cendres. À la porte orientale de la vallée se dressent 2 antiques forteresses, Share-e-Zohak, la cité rouge, et Share-e-Golgola, la cité des cris. Pendant des siècles, elles ont surveillé Bamiyan, gardant la route qui reliait autrefois la Perse aux montagnes lointaines. Quand les Mongols envahirent la région, la cité rouge fut la première à tomber, ses murailles embrasées, ses défenseurs anéantis. Golgola suivit peu après. La légende raconte que la fille du roi trahit la forteresse et que personne à l'intérieur ne survécut. Leurs ruines s'accrochent encore aux crêtes, témoins silencieux d'une vallée qui a connu autant de gloire que de chagrin. On se surprend à imaginer ce dilemme impossible, trahir les siens pour sauver sa propre vie ou périr avec eux. Que auriez-vous fait à sa place ? À l'ouest de Bamiyan, les couleurs de la terre se transforment. La pierre s'adoucit, l'air se rafraîchit et l'eau surgit là où on l'attendrait le moins. 6 lacs d'un bleu profond apparaissent, suspendus entre des falaises de calcaire blanc, scintillant comme des saphirs dans la lumière du désert. C'est Bande Amir, le barrage du commandant, un nom que les habitants relient à l'imam Ali, qui, dit-on, frappa ces falaises et libéra les eaux qui, en une seule nuit, remplirent les vallées. Aujourd'hui, ce site constitue le premier parc national d'Afghanistan, un sanctuaire de quiétude dans un pays façonné par les extrêmes. Chaque lac est enserré par des murs naturels de travertin, des barrages minéraux façonnés au fil des siècles par la fonte des neiges de l'Hindoukouche, formant l'un des systèmes de lacs naturels les plus rares au monde. Vus d'en haut, leur teinte glisse du saphir profond au turquoise, séparés par des crêtes de pierre blanche et cernés de steppes d'altitude. En été, les habitants y pêchent ou dérivent sur de petites barques de bois à la surface immobile. On a peine à croire que, dans un pays si aride, l'eau puisse être d'une telle pureté. Au-delà de Bande Amir, la route serpente à travers des vallées sculptées par le vent et des plateaux solitaires où la couleur s'efface de nouveau. L'eau disparaît et la terre retrouve ses teintes de rouille et de pierre. Ici, dans ces hautes terres centrales et reculées, les ruines de Chehel Bourj émergent de l'horizon, un complexe fortifié médiéval vieux de près de 9 siècles, dont le nom signifie « la forteresse aux 40 tours ». Bâtie sous l'empire gouride, elle gardait autrefois les routes commerciales reliant Bamiyan à l'ouest. Lorsque les Mongols déferlèrent au XIIIe siècle, Chehel Bourj fut détruite, ses tours brisées, ses garnisons effacées de l'histoire. Aujourd'hui, ces murs en ruine se confondent avec les falaises elles-mêmes, leurs contours à peine discernables des montagnes qui les ont engloutis. Peu de voyageurs empruntent encore ce chemin, mais en se tenant parmi ces pierres usées par le temps, on croit presque entendre l'écho des soldats qui observaient jadis le passage des caravanes, suivi du long silence qui accompagna leur chute. Passé Chehel Bourj, les montagnes se resserrent à nouveau. La route se rétrécit le long d'une rivière sinueuse, les falaises grimpant plus haut à chaque virage. Puis, surgissant de la poussière et du silence, une vision presque irréelle apparaît, le minaret de Jam. Construit au XIIe siècle sous l'empire gouride, qui régnait alors sur un vaste territoire s'étendant de l'Iran à l'Inde, il se dressait au cœur de Firuzkoh, la capitale gouride, une cité florissante disparue depuis longtemps, engloutie par les inondations et les tremblements de terre. Avec ses 65 mètres de hauteur, il demeure l'un des plus hauts minarets de briques au monde.
Sa surface est recouverte de calligraphie koufique et de motifs géométriques qui scintillent encore, plus de 800 ans après sa construction. Certains pensent qu'il fut érigé pour célébrer une grande victoire, d'autres y voient un symbole de foi. La légende locale le relie même à la cité perdue du prophète Jonas, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à son silence. Pendant des siècles, le minaret est resté caché, protégé par son isolement, jusqu'à sa redécouverte dans les années 1950. Aujourd'hui, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en péril, chef-d'œuvre de l'architecture islamique en Asie centrale et l'une des dernières traces d'une civilisation que le monde a failli effacer. Pourtant, à l'ouest de ces montagnes, cette même civilisation a trouvé un second souffle dans une ville de poètes, de rois et de dômes bleus qui captent encore le soleil du désert. C'est Hérat, l'une des grandes capitales culturelles de l'Afghanistan, dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans. Fondée sur les rives fertiles de la rivière Hari, Hérat était connue des Grecs sous le nom d'Aria, une place forte conquise par Alexandre le Grand lors de sa marche à travers l'Asie. Des siècles plus tard, elle prospéra sous les dynasties perses et au XVe siècle, elle devint l'éblouissante capitale de l'empire timouride, une véritable renaissance des arts, des sciences et de l'architecture qui rivalisait avec Florence. En son cœur se dresse la citadelle de Hérat, ou Kala Ikhtiaroudine, une forteresse édifiée à l'origine par Alexandre lui-même vers l'an -330, puis reconstruite et agrandie par des dynasties successives qui en firent une résidence royale. Ces imposantes murailles de briques crues ont vu défiler les rois perses, les invasions mongoles et la montée, comme la chute des empires. Au coucher du soleil, ces tours s'embrasent au-dessus de la ville, rappel silencieux que Hérat a tout enduré et se dresse encore, fièrement. Non loin de la forteresse s'élève la grande mosquée du Vendredi de Hérat, l'une des plus anciennes et des plus raffinées d'Asie centrale. Chaque centimètre de sa surface scintille de céramique turquoise et cobalt, disposée selon des motifs si complexes qu'ils semblent presque vivants. Bâtie à l'origine au XIIIe siècle, puis perfectionnée par les artisans timourides, elle demeure un chef-d'œuvre de géométrie islamique, une vision d'ordre et de beauté qui a survécu au séisme et à des siècles de tourments. Au nord de la mosquée, des ruines s'étendent à perte de vue, les vestiges du complexe de Moussalla. Autrefois, l'un des ensembles les plus grandioses du monde islamique, commandité au XVe siècle par la reine Gawhar Shad, il comprenait une madrasa, une mosquée, des mausolées et des minarets vertigineux, certains culminant à 55 mètres, leur surface vernissée de bleu et de turquoise. Les inscriptions qui subsistent mêlent poésie persane et versets coraniques, reflet de cette harmonie propre à Hérat entre art et foi. Bien que les séismes et des siècles de négligence aient réduit l'ensemble à des fragments, les minarets restants percent encore le ciel, discret rappel de l'âge d'or de Hérat, quand calligraphes, astronomes et poètes façonnaient l'âme d'un empire. En laissant Hérat derrière soi, la route grimpe vers le nord à travers des collines arides et de vastes plaines. Les dômes turquoises de la ville s'effacent peu à peu, remplacés par des crêtes silencieuses et le seul murmure du vent. Voici le col de Sabzak, un corridor montagneux reliant Hérat aux provinces du nord. Son nom signifie « le barrage vert », bien que le paysage soit rarement verdoyant. Pendant des siècles, caravanes et armées ont franchi ce col, empruntant la même route qui transportait jadis marchandises et idées entre la Perse et l'Asie centrale. Aujourd'hui encore, il demeure une voie vitale entre Hérat et le nord, un chemin qui serpente à travers une terre à la fois âpre et infiniment belle. Au-delà de ce col, les villes se font plus rares, et l'Afghanistan redevient ce qu'il a toujours été, rude, paisible et fascinant. Le nord du pays a toujours suivi son propre chemin, plus fertile, plus ouvert sur le monde, point de rencontre entre l'Asie centrale et les steppes qui s'étendent au-delà. Depuis des millénaires, cette région a été un berceau de civilisation, et nul lieu ne raconte mieux cette histoire que Balkh. Souvent surnommée al-Bilad, la mère des cités, Balkh figure parmi les lieux habités sans interruption les plus anciens de la planète, un centre florissant bien avant même l'apogée de Hérat. Elle fut la capitale du royaume gréco-bactrien, puis résidence des rois perses, et l'un des tout premiers foyers du bouddhisme en Asie centrale. Certains racontent que Zoroastre lui-même, fondateur du zoroastrisme, y aurait vécu et enseigné, rendant cette terre sacrée bien avant l'arrivée de l'islam. Lorsque les Mongols survinrent au XIIIe siècle, ils rasèrent la ville, ne laissant derrière eux que ruines et légendes. Les géographes médiévaux décrivaient des murailles s'étirant sur près de 12 km, bordées de tours défensives massives, des fortifications qui avaient évolué au fil des siècles.
Ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont les remparts de briques crues et les vestiges de la citadelle de Balkh, le Bala-Hissar, strates d'histoire superposées les unes aux autres. Vu du ciel, on distingue encore le cœur circulaire de l'antique Balkh, ses rues rayonnant jadis depuis un centre sacré, aujourd'hui marqué par un sanctuaire et ses jardins. Ce tracé radial, rare en Afghanistan, reflète l'ancienne conception de la ville, capitale à la fois sainte et royale, dont la forme résonne encore à travers la poussière, comme le souvenir d'un empire disparu. Non loin de l'antique Balkh se trouve Mazar-e-Sharif, son héritière spirituelle. Dans un pays morcelé par les montagnes, cette ville a toujours été un lieu de rassemblement. En son cœur se dresse l'un des monuments les plus saisissants d'Afghanistan, la Mosquée Bleue, aussi connue sous le nom de sanctuaire de Hazrat Ali. La légende raconte qu'elle fut bâtie à l'endroit même où le tombeau d'Ali aurait été redécouvert, des siècles après avoir été perdu dans l'oubli. Que cette histoire soit vérité ou acte de dévotion, la mosquée est devenue le centre spirituel du nord afghan, attirant des pèlerins venus de toute l'Asie centrale pour se recueillir. Sa surface étincelle d'innombrables céramiques bleues dont les nuances changent avec la lumière. Turquoise pâle le matin, saphir profond au crépuscule. Dans ses cours vivent des pigeons blancs, considérés comme des symboles de paix, et la légende veut qu'ils ne quittent jamais ce lieu. Depuis les dômes bleus de Mazar-e-Sharif, la route serpente vers l'est à travers de vastes plaines qui s'élèvent peu à peu vers les collines de la province de Samangan, une région paisible de vergers, de crêtes et de vallées cachées, si loin, en apparence, du monde moderne. C'est là, taillé à même une crête calcaire, que se trouve l'un des sites antiques les plus remarquables d'Afghanistan. Takht-e-Rostam, le trône de Rostam, nommé d'après le héros légendaire des épopées perses. Ce lieu se situe au croisement du mythe persan et de l'histoire bouddhique. Datant de la période Kushan, il abritait autrefois un monastère bouddhique florissant, mais contrairement à la plupart des sanctuaires, il ne fut pas bâti en surface, il fut creusé directement dans la roche vive. En son centre se dresse un stupa circulaire taillé dans un seul bloc de pierre, entouré de chambres de méditation creusées à même la colline. Architecturalement, il évoque les grandes grottes d'Ajanta en Inde, mais son isolement l'a préservé pendant près de 2000 ans. Dans ses passages frais et résonnants, on ressent encore le calme des siècles écoulés. Peu de voyageurs atteignent ce lieu, mais parmi ces murs sculptés, on perçoit tout le poids du temps, un rappel que l'histoire de l'Afghanistan plonge bien plus loin que ce que le monde en retient. Depuis les plaines du nord, la route redescend vers le sud. Les montagnes se resserrent, l'air se rafraîchit et le voyage remonte vers le cœur du pays. Devant s'étend Kaboul, une ville reconstruite, réinventée, renée plus de fois que l'histoire ne saurait en compter. Pendant des siècles, Kaboul s'est tenue à la croisée des empires, façonnée par les Perses, les Moghols et d'innombrables autres peuples ayant traversé ces vallées. Étape clé de la route de la soie, elle devint un lieu où marchands venus d'Inde, de Perse et d'Asie centrale se rencontraient pour échanger biens et idées. Entre le milieu et la fin du XXe siècle, on l'a surnommé souvent le Paris de l'Asie centrale, une ville de jardins de roses, de poésie et de cafés ouverts sur la rue, avant que des décennies de conflits ne la transforment profondément. On ressent encore cet esprit dans les bazars, où les marchands lancent leurs appels depuis des étals chargés d'épices, d'ustensiles de cuivre et de tissus teints. Parmi les trésors qu'on y vend, aucun ne porte l'âme de l'Afghanistan comme ces tapis. Tissés à la main, dans des villages de Herat à Mazar, chaque tapis raconte la vie de celui qui l'a créé, les motifs du paysage, le rythme des saisons et les traditions transmises de génération en génération. Les teintures viennent de la terre elle-même, peau de grenade, coque de noix, racines de garance, donnant ces rouges profonds et ces bleus qui caractérisent le design afghan. Une fois achevés, les tapis rejoignent les marchés de Kaboul, perpétuant un commerce qui relie l'Afghanistan au reste du monde depuis des siècles. On se demande parfois combien de mains, combien d'histoires silencieuses se cachent dans les fibres d'un seul tapis. Haut au-dessus de l'agitation de la ville, sur les pentes qui dominent la vallée, s'étendent les jardins de Babour, aménagés au XVIe siècle par l'empereur moghol Babour, qui choisit ce lieu comme dernière demeure. Ces jardins restent une île de calme au-dessus du tumulte, des terrasses de marbre et d'eau vive descendant vers la ville en contrebas, un dessin pensé pour évoquer le paradis lui-même. Depuis ces jardins, Babour contemplait jadis vers le nord l'Hindoue Kush et vers le sud les plaines qu'il avait conquises. Au-dessus de la ville se dresse le Bala-Hissar, l'antique citadelle de Kaboul qui veille sur la vallée depuis le 5e siècle. Elle a été reconstruite par des rois, brisée par des invasions, marquée par les guerres modernes. Et pourtant, elle demeure debout, symbole d'endurance dans une ville qui n'a jamais cessé de se reconstruire. Non loin de là se trouve le palais de Darul Aman,
le palais de la paix, bâti dans les années 1920 sous le roi Amanullah Khan, dans le cadre de sa vision d'un Afghanistan moderne et indépendant. Il symbolisait autrefois le progrès et l'espoir. Des décennies de conflits l'ont laissé en ruine, mais sa récente restauration lui a rendu toute sa splendeur d'antan. Au sud de Kaboul, les plaines s'ouvrent vers Ghazni. Capitale éclatante de l'empire ghaznévide il y a 1000 ans, sous le sultan Mahmoud, elle devint une cité de poètes et de savants, ses palais emplis d'œuvres d'art et de manuscrits qui attiraient les esprits les plus brillants du monde islamique. Les caravanes venues d'Inde et de Perse franchissaient jadis ses portes, apportant avec elles art, langue et idées qui définirent toute une époque. Il reste peu de cette splendeur passée. Aujourd'hui, 2 minarets de briques s'élèvent au milieu des champs, usés par le temps, mais toujours ornés de motifs délicats, leur surface gravée de terre cuite et de traces d'émail turquoise. Ils marquaient jadis l'entrée d'une mosquée du XIIe siècle, à l'époque où Ghazni comptait parmi les grands centres du savoir islamique. Aujourd'hui, il se dresse seul au-dessus des champs, sentinelle silencieuse d'un empire qui reliait autrefois les grandes civilisations d'Asie. À l'est de Kaboul, la route plonge dans les gorges de Maïdan, un passage étroit de roches et d'eau où les montagnes semblent se refermer sur soi. Des ponts enjambent la gorge, reliant une route empruntée depuis des siècles par des marchands, des soldats et des voyageurs de toutes sortes, un itinéraire qui a connu autant le commerce que le conflit. La traversée n'est pas pour les cœurs fragiles. Les virages serrés s'accrochent à des falaises abruptes, tandis que la rivière scintille loin en contrebas. Vue d'en haut, la gorge se déploie dans un contraste saisissant, pierre, eau et ciel s'entremêlant dans un même mouvement. Ici, les vestiges des empires cèdent la place à la nature sauvage, et l'Afghanistan révèle une fois de plus sa beauté brute et indomptée. Au-delà de la gorge, la route continue à travers une région d'une beauté saisissante, un pays de vallées profondes, de rivières limpides et de pentes boisées qui semblent s'élever sans fin vers les nuages. C'est l'est de l'Afghanistan, où des montagnes escarpées côtoient des poches de verdure fertile et où des villages s'accrochent à des terrasses taillées dans la roche. L'air y est différent, plus frais, plus vif, animé par le murmure de l'eau et du vent. Bien que marquée par des années de conflits, cette région reste l'une des plus spectaculaires et des moins explorées du pays. Au cœur de ce paysage se trouve le Nouristan, autrefois appelé Kafiristan, la terre des infidèles, jusqu'à ce que ses habitants embrassent l'islam en 1896 et qu'elle devienne la terre de la lumière. Ici, la brume s'accroche aux arbres au petit matin et la lumière du soleil filtre à travers la canopée, une vision rare dans un pays connu pour ses déserts et ses pierres. Des maisons de bois s'élèvent à flanc de collines, leurs balcons et leurs ponts sculptés, taillés dans la forêt même qui les entoure. Les Nouristani préservent une culture sans équivalent ailleurs en Afghanistan. Leurs chants, leurs sculptures et leurs fêtes perpétuent des traditions remontant à l'époque pré-islamique, et peut-être même à des ancêtres indo-iraniens ou grecs. Certains chercheurs pensent que ces derniers auraient jadis traversé ces vallées. Leur légende évoque encore les soldats d'Alexandre, et des traces de croyances montagnardes ancestrales persistent dans leur folklore. Peu d'étrangers atteignent ces vallées, dissimulées derrière les montagnes et coupées du monde par l'absence de route, l'une des régions les plus reculées et les moins documentées d'Afghanistan. Depuis le Nouristan, les montagnes grimpent encore plus haut, jusqu'à ce que les forêts s'effacent et que l'air se raréfie. Les vallées se resserrent pour former le corridor du Wakhan, une bande de terre isolée s'étirant entre le Tadjikistan, le Pakistan et la Chine. Ici, des villages de pierre bordent les rives de la rivière Wakhan, leurs champs d'orge et de pommes de terre tranchant sur les pentes arides. Depuis des siècles, cette vallée relie l'Asie centrale au sous-continent indien, un fil de vie et de commerce qui portait jadis caravanes, moines et explorateurs à travers ce que l'on appelle le toit du monde. Long d'environ 350 km et large de seulement 20 à 60 km, ce corridor fut dessiné sur les cartes durant le grand jeu du 19e siècle, servant de zone tampon entre les ambitions russes et britanniques. Plus à l'est, la Terre s'élève au-delà de 4000 mètres dans le Pamir afghan, un vaste monde balayé par les vents où convergent les chaînes de l'Hindou-Kouch, du Pamir et du Karakoram. L'air y est raréfié, le vent tranchant et le silence sans fin. Des sommets enneigés scintillent dans toutes les directions, certains dépassant les 7000 mètres, beaucoup encore inconnus et sans nom. Les familles nomades Wakhi et Kirghizes continuent de suivre le rythme des saisons, menant leurs yaks à travers ces hauts plateaux sur des routes inchangées depuis des millénaires. À son extrémité la plus reculée, le col de Wakhan touche la Chine. Bien qu'aucune route ne le traverse, seuls les glaciers et le silence séparant les deux mondes.
Le sud de l'Afghanistan semble réduit à l'essentiel. La terre y est vaste, aride et vit sans hâte. Les journées entières rythmées par l'eau, l'ombre et le travail qui, simplement, fait avancer la vie. Autour de Kandahar, autrefois capitale d'Ahmad Shah Durrani, fondateur de l'Afghanistan moderne, l'histoire continue de façonner le quotidien. Dans le Helmand, des canaux construits et reconstruits au fil des générations irriguent les champs qui font vivre une grande partie de l'économie du Sud. Au-delà, le désert reprend ses droits. Le Dasht-e-Margot s'étend sur plus de 150 000 km², l'un des paysages les plus rudes d'Asie. Ceux qui y vivent ont appris à lire le désert, le vent, les étoiles, la couleur du sable, des signes qui leur indiquent quand la pluie tombera ou quand déplacer leurs troupeaux. Parsemée de petits villages, cette immensité semble sans limite. Et pourtant, la vie y persiste, aussi ancienne que les dunes elles-mêmes. Alors que le crépuscule descend sur le désert, la lumière vire alors, puis s'efface derrière les montagnes. La route remonte vers le nord, à travers des cols où l'air se rafraîchit, et s'ouvre de nouveau sur la vallée de Bamiyan. La nuit s'installe. Les falaises s'assombrissent, puis la lumière revient, vacillante sur la vallée, effleurant les mêmes champs, la même rivière, les mêmes habitants qui ont toujours vécu là. Les mêmes mains qui, le jour, travaillent la terre, gardent ainsi, à la tombée du soir, leur histoire vivante à la lueur d'une flamme. Et l'on se surprend à se demander ce que ressentiraient ces mêmes habitants en apprenant que si loin, tant de gens continuent de rêver de leur vallée sans jamais avoir pu la fouler.